Bonjour à tous, donc je suis Angélique Randollet, je suis chargée de relations adhérentes chez Digital 113. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire qui est organisé dans le cadre de Digital is Future. Digital is Future, en fait, c'est un programme d'action initié par Digital 113, donc le cluster des entreprises du numérique en Occitanie, et coordonné avec des partenaires filières. Donc, c'est un programme d'action sur la transformation digitale des filières, de différentes filières d'activité. Donc, on va travailler tout au long de l'année avec différentes filières. On a démarré au mois de décembre, janvier et février avec la filière agri et agroalimentaire. Et en ce moment, on travaille notamment la transformation digitale de la filière bâtiment et immobilier. Et avec notamment les partenaires comme la CAPEB, le Pôle Derby, SBA, la FFB et d'autres. Et aujourd'hui, donc, on organise ce webinaire qui est proposé par nous, les pilotes de la Factory éditeur de logiciels, sur comment choisir son logiciel, quels sont les atouts du mode SaaS ou du mode licence. Voilà, donc on a nos intervenants qui sont présents ici, donc Hubert Grégoire, qui est CTO de chez SMAG et pilote de la Factory éditeur de logiciels, et Moïse Zapater, qui est directeur innovation chez Septéo, et aussi copilote de la Factory éditeur de logiciels chez Digital 113. Donc, n'hésitez pas, pendant leur intervention, à leur poser toutes vos questions. Et ce webinaire se veut interactif. Voilà, du coup, je laisse la parole tout de suite à Moïse. Merci Angélique pour l'introduction. Peut-être un mot sur mon rôle chez CPO pour expliquer un petit peu, et peut-être que Hubert fera la même chez SPAG, pour expliquer un petit peu notre légitimité à présenter ou à co-animer cet atelier. Moi, je suis à la tête de un peu plus de 250 développeurs répartis dans 19 filiales et on édite dans toutes ces filiales des logiciels. Donc, le sujet d'aujourd'hui est sur ma table depuis des années. C'est mon métier que de transformer des logiciels on va dire on-premise vers des logiciels cloud. Et on va vous expliquer pourquoi on doit faire ça. Peut-être Hubert, tu veux dire un mot sur SMAG et ton rôle? Oui, tout à fait. Donc, moi aussi, chez SMAG, en tant que responsable technique, on est à peu près une équipe produit de 80 personnes. Et depuis 3 ans, ils étaient déjà sur un mode hébergé, mais on a accéléré la transformation en modèle SaaS. Donc, on m'a expliqué un petit peu tout ça, cloud, etc. Et j'avais aussi fait une transformation auparavant chez un autre éditeur montpelliérain qui passait d'un produit client-serveur traditionnel on-premise au SaaS et au web. Donc voilà, tous les deux, on a quelques années d'expérience sur ça. N'hésitez pas à nous poser des questions. On ne sait pas forcément tout. On se renseignera si besoin aussi. Mais on espère pouvoir vous éclaircir ce sujet-là. Voilà, donc un agenda. Alors, l'idée, c'est de laisser un peu de temps à la fin pour évidemment avoir des échanges constructifs. Comment on a voulu présenter ça avec Hubert? C'est dans un premier temps expliquer pourquoi les éditeurs, eux, vont vers le cloud. Il y a de très bonnes raisons et la raison principale, c'est nos clients. Ensuite, l'idée aussi, c'est de lister un petit peu ce qui va être visible de la part de nos clients aussi et terminer sur des échanges, quoi. Donc, en guise d'introduction, juste quelques définitions. Donc, à ne pas confondre, il y a trois buzzwords qui reviennent souvent, que sont le cloud, le SaaS et le web. Ce n'est pas tout à fait la même chose, même si tout ça est très lié. Donc, le cloud, c'est vraiment un terme qui est là pour désigner la livraison de services via Internet. Donc, ça, c'est le cloud. À côté de ça, il y a un mode de facturation, un modèle d'exploitation commerciale qui est souvent associé, mais pas toujours, qui est le SaaS. Et le web, c'est une technologie qui nous permet de gagner en temps de déploiement et qui nous permet d'avoir des interfaces homme-machine plus sympathiques, mobiles, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment ces trois concepts. Un mode de livraison de services, on a un mode de facturation et une technologie. C'est trois choses assez distinctes. La plupart du temps, la cible pour les éditeurs, c'est d'atteindre les trois.
Mais on peut y aller en différentes étapes et on peut commencer par héberger pour vous vos serveurs et on peut parler de cloud à partir de ce moment-là, passer sur un mode de facturation différent, récurrente, là où on a on n'a plus le ticket d'entrée, on va dire, qu'on pouvait vivre sur le mode licence. Et puis, on finit souvent par transformer nos clients lourds en applications web. Mais il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de loi là-dessus. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est d'aller vers ces 3 piliers-là. La plupart des startups commencent avec ces 3 piliers-là. Mais pour les éditeurs un peu plus âgés que nous sommes, on a vraiment cette transition à faire. Donc, ce que je disais tout à l'heure, pourquoi les éditeurs font le choix du cloud. Alors, je vais vous raconter un petit peu quel est notre métier au travers de 2 histoires. On va essayer de garder ça frais. Vous voyez tous là, 2 avions. Il y en a un, c'est la 380. C'est le plus gros avion qui a embarqué le plus de personnes de tous les temps. Donc, une prouesse technologique incroyable. Et finalement, on l'arrête. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'aviation se développant, on se rend compte que c'est plutôt des vols petits courriers. Et donc, les vols long courriers sur des grandes distances, il y en a très, très peu. Et des aéroports capables d'accueillir la 380, il n'y en a quasiment pas. Ce qui est un problème majeur en termes de commercialisation. Et donc, ça, c'est un parallèle avec notre métier d'éditeur de logiciels où finalement, on peut avoir un super produit. Si on n'a pas l'adhésion des clients ou si on ne répond pas à un besoin précis, en fait, ça ne sert à rien d'avoir un super produit. Donc ça, c'est la première petite histoire. La deuxième, c'est celle-là. Ça, c'est chez mon petit frère, dans un patio de sa maison où sa dame lui a demandé de mettre un robinet pour pouvoir arroser les plantes. Le problème, c'est que le robinet, on a répondu aux besoins clients, effectivement, mais le robinet, il est posé juste au-dessus d'une prise électrique, ce qui pose un énorme problème, évidemment. Et donc, les 2 histoires, c'est pour résumer, en fait, voilà quel est le métier d'éditeur de logiciel. C'est trouver le juste milieu entre répondre à nos clients et le faire bien. Sachant qu'on ne peut pas forcément mettre toute notre énergie et sur l'un et sur l'autre en même temps. Donc, une fois qu'on a dit ça, où est le cloud là-dedans ? On y vient. Quand on est d'accord que notre but va être d'apporter à nos clients exactement ce qu'ils veulent, il y a plusieurs façons de le faire. Ou on le parle une fois, puis on prend 3 ans pour développer, et au bout de 3 ans, on essaie de mettre en production quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le contexte. Ou alors, on met en place une boucle de feedback avec nos clients régulière, ce qu'on va appeler en termes de méthodologie de développement l'agilité, qui consiste à faire des micro-livraisons le plus régulièrement possible et le plus fréquemment possible, apporter de la valeur en permanence, vérifier qu'elle convient, qu'on n'est pas en train de construire un A380. Et pour ça, il faut qu'on réduise notre cycle de livraison. C'est là où le cloud apparaît. Si on réduit notre cycle de livraison, on a la garantie de pouvoir tester quasiment en temps réel toutes les évolutions fonctionnelles qui sont proposées. De la même façon, il y a un autre phénomène quand on livre. À chaque fois qu'on livre, souvent on livre du fonctionnel, mais on livre aussi des bugs. Et donc, plus la livraison est grosse, et plus le nombre de bugs qui sont potentiellement mis en production est important. Et donc, on impacte la capacité de produire de nos clients, ce qui n'est pas une bonne chose, bien évidemment. Et donc, de la même façon, pour réduire cet impact-là, on essaie de réduire la taille des livraisons. Donc, plus une livraison est petite, plus on est capable de réduire le scope fonctionnel et moins d'impact on va avoir sur la qualité potentielle. Donc, on réduit le rayon d'action. Ce qui permet d'augmenter le niveau moyen de qualité et éviter l'ascenseur émotionnel de pendant 3 ans, je n'ai pas de livraison et donc je suis frustré. Puis j'en ai une et le niveau de qualité n'est pas le bon et donc je suis très content d'avoir une
une livraison avec du fonctionnel et je ne suis pas content du tout parce qu'elle est pleine de bugs. Donc, pour éviter ce phénomène-là, encore une fois, il faut réduire le cycle de livraison et réduire le contenu. Une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire qu'on va livrer une ligne de code tous les jours, le problème, c'est que si pour tester cette ligne de code-là, il nous faut 3 mois, parce qu'on a un logiciel tentaculaire et que chaque fois qu'on change une ligne, potentiellement, il y a beaucoup de régressions, on ne livre finalement qu'une fois tous les 6 mois, une ligne de code. Et donc, pour pouvoir réduire tout ça et faire quelque chose d'assez propre, continuer à garder un niveau de qualité et continuer à livrer de la valeur, on est obligé d'industrialiser. Et donc d'automatiser, c'est là que le cloud arrive. Et donc les éditeurs de logiciels aujourd'hui vont vers le cloud pour différentes raisons, mais celle-là en est une. C'est que ça permet aux éditeurs de livrer plusieurs fois par semaine ou par jour, suivant le niveau, ou par mois. En tout cas, beaucoup plus souvent qu'une fois tous les 3 ans. Et donc de rentrer dans ce cercle vertueux-là qui consiste à livrer de la valeur en permanence à nos clients et ne pas dégrader le niveau de qualité. C'est pour ça que les éditeurs de logiciels c'est aussi pour ça que les éditeurs de logiciels vont vers des solutions cloud. Il y a un autre phénomène qui apparaît. Donc, ce que vous voyez là, c'est la stack technologique. Donc, c'est la pile technologique qu'utilise Netflix. Dedans, il y a 2 ou 3 icônes Netflix, tout le reste, ce n'est pas eux. Et donc, le métier d'éditeur de logiciels a beaucoup changé sur les dernières années. Aujourd'hui, innover, c'est apporter de la valeur en mixant des composants et en créant de nouveaux usages. Ce n'est pas forcément de réinventer la roue. Ce qui fait que quelqu'un qui ne va pas dans le cloud aujourd'hui, il ne va pas pouvoir bénéficier de tout ça. Et donc, si Netflix avait dû se développer sans le cloud, c'était impossible. C'était juste impossible. Alors, et on parle d'une société de la taille de Netflix aujourd'hui, et ils continuent d'utiliser énormément de briques logicielles qui vous apportent à vous, clients, aussi des fonctionnalités tierces. On n'imagine plus aujourd'hui un logiciel qui ne soit pas interconnecté avec au minimum du Dropbox quand il y a des documents à déposer, du Facebook quand il faut s'authentifier, avec du LinkedIn quand on a besoin d'envoyer des courriers, avec du Office 365. Donc, un logiciel moderne, on va dire, se doit d'être interconnecté avec tout un écosystème. Et donc, même si on ne veut pas aller dans le cloud, on est un peu obligé parce que fonctionnellement, on est incapable de fournir l'état de l'art à nos clients si on ne réutilise pas ce qui a déjà été fait. Donc ça, pour moi, c'est un deuxième point extrêmement important, c'est que pour vous faire bénéficier vos clients de l'état de l'art technologique, on est obligé de s'interconnecter avec ceux qui le proposent déjà et qui sont dans le cloud. Voilà. Le troisième point, alors c'est des jolies abeilles, mais je trouve que la comparaison est extrêmement claire. Là où sur un modèle on-premise, on a un énorme logiciel qui tourne sur un énorme serveur, on se rend compte que le moindre caillou dans les engrenages fait tomber tout l'écosystème. Et donc, l'idée, c'est un concept d'architecture qui permet aux éditeurs de logiciels de se prémunir de ces problématiques-là. Et c'est le même concept que la ruche. La ruche fonctionne même si une abeille meurt. Et donc, on essaye de concevoir nos logiciels de façon à ce qu'ils soient composés non pas d'un seul énorme module, mais d'une multitude de petits modules indépendants qui peuvent être remplacés et qui garantissent, au travers de cette architecture-là, un certain niveau de qualité et un certain niveau d'opérabilité. J'entends, il est plus simple d'aller soigner une seule abeille que de migrer toute une ruche et de la bouger. Et donc, c'est exactement le même concept qu'on essaie d'appliquer sur nos méthodologies d'édition de logiciels, à savoir essayer d'avoir des petits modules, les amener au bout de leur développement avant de commencer le suivant, et puis après de les interconnecter avec les autres pour avoir un tout qui ressemble à quelque chose et qui soit autonome. Et donc, ça, pour moi, c'est le troisième point qui fait qu'un éditeur de logiciel a également besoin d'aller dans le cloud, parce que là où avant on a besoin d'un seul serveur, là on en a une ruche. Donc d'ailleurs, il y a même
des outils qui nous permettent de créer ces microservices-là, dont un qui s'appelle Swarm, qui veut dire essaim, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, à savoir, on va aller vers des flottes de modules et de serveurs. Et donc, pour pouvoir les maintenir, on ne peut pas les fournir à tous nos clients de façon on-premise, donc on est obligé de posséder tout ça dans le cloud. Voilà ce que je voulais expliquer. Je vais laisser la main à Hubert pour la suite de la présentation. Non, mais j'ai une transition, effectivement, merci Moïse. On parlait des abeilles et de leur multitude. Une autre analogie qui est toujours animalière, qui est important à bien comprendre, c'est que auparavant, effectivement, on avait 1 ou 2 serveurs qu'on élevait comme des animaux de compagnie. On leur donnait même des noms. On les appelle Astérix. Et avec le cloud et notamment les hébergeurs, les clouds publics, on va devoir gérer les machines un peu comme des numéros, comme des abeilles. On va avoir beaucoup de machines et on va beaucoup moins s'attacher. On ne peut pas leur donner un nom, ils ont un numéro. Et puisqu'on a tous ces services à déployer, on a dit qu'on n'allait plus avoir un monolithe, mais plein de services. Il va falloir automatiser tout. Et la transition, elle est là, c'est que la révolution qui se passe actuellement côté éditeur de logiciels, c'est l'automatisation. On est obligé de le faire pour relancer, déployer, livrer. On a dit qu'on livrait beaucoup plus souvent. On ne peut pas imaginer que ce soit quelqu'un qui soit là tout le temps il faut livrer. Et donc, voilà, je voulais parler on parlera de élevage plutôt qu'animal de compagnie en termes de serveurs et d'automatisation pour nos équipes qui des fois ont du mal à se dire je vais peut-être perdre mon travail, etc. Parce que j'automatise tout ce que je faisais à la main. Mais pendant ce temps-là, on fait autre chose. Et on a toute la partie Open Innovation avec les composants à connaître. C'est du temps pour aller continuer sans cesse d'améliorer notre stack. Donc, après la partie technique, effectivement, il y a aussi le modèle économique. On a dit que le cloud apportait une nouvelle manière de facturer avec la partie SaaS. C'est le Software as a Service. On ne va plus payer de licence. Pour l'éditeur, ça change un petit peu les choses. C'est qu'il va falloir définir ces nouvelles offres de prix. Donc, vous allez avoir des éditeurs SaaS qui sont avec un paiement annuel ou un paiement mensuel. C'est libre. En plus, on veut laisser la liberté que le client parte. Pourquoi pas aller au mensuel, mais ça peut être un peu plus dangereux. La tendance, c'est quand même la norme, c'est plutôt le mensuel. Et l'annuel va être possible avec une ristourne, en fait. Mais il y en a qui proposent que l'annuel. On a aussi plusieurs modes de facturation. Le paiement à l'acte, c'est-à-dire si vous utilisez une application alors dans le BTP qui permet de faire des documents ou des actions d'enregistrement, on peut imaginer qu'on paie à l'action ou on va avoir des abonnements liés au nombre d'employés, au nombre d'actions par mois. Comme moi, je suis dans l'agriculture, on a les facturations à l'hectare. C'est aussi possible. Donc, tout est possible. Ça pourrait être au nombre de mètres carrés dans le secteur du bâtiment ou au nombre de portes, au nombre de fenêtres. Tout ça, ça se définit avec l'éditeur. Et puis, ce qui se fait aussi, puisque la différence entre le SaaS et l'on-premise, c'est qu'on n'a qu'une application qui tourne. Même si elle est coupée en petit service, comme on vient de le dire, visiblement, c'est qu'une application. Il va falloir la segmenter un petit peu en fonction des clients. Alors que quand on était en on-premise, des fois, on ne s'en rendait pas compte, mais l'application était installée dans vos locaux ou sur vos serveurs et elle était un petit peu paramétrée par rapport au métier. Donc, si je suis un gros cabinet d'architecte, j'aurai peut-être tous les modules du logiciel d'architecture, alors que si je suis un simple dessinateur, j'aurai que la fonctionnalité dessin et pas la gestion de facture ou je ne sais quoi. Dans le SaaS, on a tout en fait. Il n'y a qu'une application. Tout est installé par défaut. Donc, il va falloir segmenter l'offre. Comme le prix est différent dans l'on-premise, on va avoir aussi un prix différent dans le SaaS, mais avec une offre qui doit être claire, très très claire, parce que à la différence, c'est que le client, un peu comme pour l'e-commerce,
il peut changer de fournisseur du jour au lendemain. On a son abonnement mensuel, on coupe l'abonnement, on passe à un autre. Donc, il va falloir que ce soit le plus simple et le plus clair possible. Donc, ce qui se fait, c'est un petit peu les standards de l'industrie, mais tout reste à inventer, il y a encore plein de choses à faire. C'est souvent, vous allez trouver des offres en 3 niveaux, 3 ou 4 niveaux, avec bronze et silver gold, par exemple, ou access, standard, premium. On peut avoir aussi un dernier qui est souvent sur mesure, enterprise, ou pour les très, très grands clients, le prix n'est pas forcément affiché, mais il est négociable, entre guillemets, parce qu'il y a des gros volumes. Voilà. Donc ça, c'est pour un éditeur, ça va être un peu nouveau. Moi, les derniers où je suis passé là, quand on commence à dire le fichier Excel où il y avait des dizaines de prix différents parce qu'on a plein de modules, etc., ça va faire partir les gens sur Internet quand ils vont devoir cocher plein de cases et tout ça. Il faudrait être plus clair pour avoir une offre plus simple. Alors, ça va dépendre des métiers, mais normalement, tous les concurrents, entre guillemets, s'alignent un petit peu sur les fonctions à quelques options près. On va avoir des standards un peu qui se font dans toutes les lignes de produits. Après, il y a une autre chose à faire côté éditeur, c'est de définir à quel moment je fixe mon point mort, mon taux d'amortissement. Je m'explique. Plutôt que de recevoir un paiement en one shot, comme disait tout à l'heure Moïse, je paie, je sais pas, 1 000 € un logiciel, on va payer plutôt 15 € par mois. Mais ce prix de 15 €, il faut le définir. Ça veut dire combien de mois je vais devoir attendre pour qu'un client, entre guillemets, soit rentable, au sens où il aura payé l'équivalent d'une licence quand on était en SaaS. Donc ça se calcule avec les financiers, avec les actionnaires, avec tout le monde pour pouvoir définir un peu ce point-là. En tous les cas, côté client, on va en reparler tout à l'heure, côté client, on va avoir une marge d'entrée, un ticket d'entrée beaucoup plus faible que si on devait acheter le logiciel. D'accord? Par contre, ça se définit. Donc, l'industrie dit c'est plutôt 3 ans. Il y en a qui disent c'est 2. Il y en a qui vont jusqu'à 5 ans. Si on a un très, très bon logiciel, au plus ce point est loin, au plus on peut avoir un prix agressif mensuel et on peut faire agoniser les autres. Après, la notion de renouvellement, est-ce qu'on fait un renouvellement implicite ou est-ce qu'il faut que l'entreprise fasse un préavis pour partir, etc. Donc ça aussi, c'est des moyens de rétention. Alors, il ne faut pas trop tourner autour du pot. Si on a un bon produit, que le client est content, en général, on ne s'occupe pas trop de ça. On a plutôt des problèmes où on a trop de gens qui viennent se connecter à notre plateforme. Quand on commence à les retenir, etc., ça veut dire que le client est volatile ou que le produit ne satisfait pas. Donc, il faut plutôt s'attaquer plutôt à la qualité qu'à tout ça. Ça, c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Et enfin, on va pouvoir aussi, outre les gammes de prix, comme je disais, la segmentation, on pourra aussi avoir des notions d'options ou d'offres premium pour avoir, par exemple, un accès à la hotline en VIP ou possibilité d'avoir des ristournes si on s'engage à plus de 2 ans. Voilà, il y a des fournisseurs cloud qui disent, voilà, si vous vous engagez pour tant de volume, on vous fait une ristourne de 15%, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être aussi intéressantes, qui font encore que c'est encore plus attractif et qui repoussent un petit peu le point mort qui, pour quelqu'un qui est habitué à payer son logiciel, peut se dire, ouais, mais au bout de 3 ans, je l'aurais payé déjà une fois, il faut que je le repaye après. Mais on peut, en s'engageant plus longtemps, avoir des ristournes. Et ça rassurera aussi l'éditeur. Et enfin, on va en parler juste après, il va falloir mesurer en tant qu'éditeur, mesurer tout. Alors, le coût d'acquisition, combien j'ai dépensé en marketing pour pouvoir avoir un nouvel utilisateur. Le churn rate, c'est le taux le nombre de personnes qui se désabonnent par rapport au nombre de personnes qui rentrent en tant que nouveaux clients. Il y a un bouquin qui s'appelle Accelerate, qui est sorti il y a quelques années et qui a défini des métriques aussi qu'on appelle DORA. C'est lié d'un laboratoire de recherche très proche de Google qui regarde un petit peu les bonnes manières de la gestion du DevOps et du cloud. Et eux, ils disent, mais on va le voir sur le slide d'après, si tu veux bien avancer. Je reviendrai peut-être un tout petit peu. J'ai pris la main ou quoi?
Voilà, c'est là. Sur la partie droite, que les fournisseurs SaaS, en fait, ils peuvent être dans la catégorie Elite, Height, Medium ou Low. Et ça illustre bien ce que disait tout à l'heure Moïse sur la partie fréquence de livraison, deployment frequency. C'est-à-dire que les bons fournisseurs SaaS, c'est ceux qui ont une très, très bonne maîtrise des pratiques DevOps et ils sont capables de livrer plusieurs fois par jour. C'est-à-dire entre le matin et le soir, quand je me connecte à mon application SaaS, l'application n'est pas la même. Elle a évolué, elle s'est améliorée, les nouvelles fonctionnalités où on a corrigé des bugs. Et puis, voilà, en allant vers les moins bons élèves, on va dire, on peut avoir des livraisons tous les 6 mois ou tous les ans. Et là, il faut savoir qu'en 2019, 12% des éditeurs, ça, c'était encore à livrer tous les 6 mois. Eh ben, s'ils ont un concurrent qui livre plus vite, eh ben, il va pouvoir s'améliorer plus vite, écouter, avoir un meilleur feedback de la part des utilisateurs et il va vous doubler. Donc, il faut livrer vite. Après, c'est la prise en compte d'un changement entre le moment où on a une idée ou un moment où il y a un appel téléphonique par rapport à un bug et le moment où c'est livré en prod. Donc ça, c'est lié à la fréquence de livraison, mais aussi le temps de réaction et de développement. Il faut que ce soit moins d'une journée entre le moment où on a besoin d'un changement et de faire un changement et le moment où on le fait. Donc ça, c'est les leaders, ils sont à ce niveau-là, mais sinon, c'est aussi 6 mois au pire. Et le time to restore service, c'est quand il y a une panne, même la plus grave possible. Combien de temps maximum on va mettre pour restaurer le système? On peut parler d'un incendie du data center, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, ou d'un gros problème. Normalement, si on est bien organisé en termes d'infrastructure, etc., un éditeur SaaS doit être capable en moins d'une heure de restaurer. Voilà, il y a pas de... Par contre, ça peut aller jusqu'à 1 mois, on voit. Hein. Les gens qui avaient un hébergement chez OVH et qui a brûlé au mois de février-mars, là, c'est ça? Il y en a certains qui ont mis 1 mois à s'en remettre parce qu'ils n'avaient pas forcément les backups au bon endroit, etc. Donc, ça veut dire, quand on parle de systèmes plus complexes, ça, on parle de nouveaux métiers, etc. C'est aussi avoir une excellence opérationnelle dans la pratique. Et le SaaS accélère un peu, met un peu la lumière là-dessus. Un autre point important, c'est la disponibilité, on en a parlé un petit peu. Et il y a des indicateurs aussi, on parle de la table des 9. C'est votre fournisseur SaaS, ou vous, en tant qu'éditeur, jusqu'à combien vous vous engagez de ne pas, enfin, en temps maximum de disponibilité de la plateforme. Donc, 99 et les 4,9 derrière, là, le premier, 32 secondes, il y en a très très peu. Hein. C'est vraiment des opérateurs très bas niveau en réseau, les choses comme ça. Quand on commence à faire du logiciel et du service, on est souvent à 99,99 pour les très bons. Ça veut dire que sur l'année, on n'a pas plus de 52 minutes de coupure. Imaginez un petit peu ce qu'il faut en tenant compte de la maintenance éventuellement, etc., ou de changement de technique, etc. Pour un ordre de grandeur, un éditeur qui fait du 99.5 avec un jour, 19 heures de panne dans l'année, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, on peut aussi avoir des indicateurs de disponibilité sur le mois. C'est un peu moins risqué. On peut avoir un mois qui est catastrophique, puis les autres, ça redevient vert. Par contre, voilà, entre les deux, entre 99 et 99.5, il y a pas mal de curseurs possibles et faisons déjà quelque chose qui tourne plutôt bien et puis après en tant qu'éditeur on essaye de monter la barre et puis on peut aussi augmenter le prix ou mettre des options VIP pour ça pour certains clients. Voilà. 99 tout court, ça commence à devenir 3 jours de panne dans l'année, ça commence à devenir, si c'est une application critique, voilà. Si c'est une application pas forcément critique, c'est moins grave. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que toute la chaîne de ceux qui conçoivent au début sur le papier, ceux qui développent et ceux qui exploitent, doivent penser à ça aussi en tant que fournisseur. Ce n'est pas comme avant où en on-premise, on a un problème grave chez un client, mais tous les autres peuvent continuer de tourner. En mode SaaS, s'il y a un gros problème sur la plateforme, tout le monde s'arrête. Donc, il va falloir être beaucoup plus méticuleux sur la qualité. On va pouvoir se poser la question, est-ce que c'est un agreement, le SLA, on appelle ça les Software Level Agreement ou Service Level Agreement. On va devoir définir aussi éventuellement des compensations financières.
Donc, qu'est-ce que je paie à mon client si je n'ai pas pu tenir ses engagements? Donc ça se définit, c'est souvent dégressif, enfin en tout cas progressif, pardon. Si c'est quelques minutes de débordement de plus que prévu, ben, on va avoir quelques centimes. Et puis après, ça peut monter à des milliers, centaines d'euros. Il y a des assurances aussi pour ça. Il va auditer l'éditeur d'abord et puis vous mettra une prime s'il y a une catastrophe naturelle, par exemple. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que votre service ne peut pas avoir une meilleure SLA que les services sur lesquels vous êtes appuyé. Donc, par exemple, je suis un éditeur de logiciels à Montpellier et je m'appuie sur l'offre cloud de Microsoft, Azure, qui m'offre par exemple 99,9. Ben, je ne peux pas m'engager à plus, puisque mon fournisseur sur lequel je m'appuie en tant qu'hébergeur de ma plateforme, pareil, si c'est OVH, etc. Donc ça, c'est des pièges ben, c'est évident, mais on peut tomber dans le piège en voulant se mettre la barre un peu trop haut, mais nous-mêmes, nos fournisseurs ne vont pas. Donc, vous, en tant que client, si vous êtes client du BTP, regardez ces niveaux-là et par rapport à l'engagement que vous avez vis-à-vis de vos clients, que ce soit cohérent et peut-être prendre quelqu'un plus premium que quelqu'un plutôt cheap par rapport à ça. Voilà pour ça. Il y avait sur la slide précédente, si tu me permets, Moïse, sur la droite, j'avais mis quelques différences entre on-premise et SaaS à retenir. Donc, c'est un rappel, mais c'est toujours bien de rappeler les choses. Donc, quand on est sur du mode licence, hein, le logiciel est à vous. Vous avez acheté la licence, ça fait partie du patrimoine de la société, comme des droits, comme un logo, etc. Ça peut être utilisé indéfiniment, il n'y a pas de limite de temps, moyennant l'usure et l'obsolescence, entre guillemets, du truc. Le logiciel, il est acheté à un moment donné, au bout de 10 ans, peut-être qu'il ne vaudra pas plus grand-chose. Ça peut être transféré, une licence. Vous allez pouvoir la donner à quelqu'un d'autre. La société est rachetée ou la société où vous voulez vous en débarrasser, vous ne voulez pas le perdre complètement, vous pouvez revendre votre licence à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est quelque chose. Il y a un coût d'achat assez important, upfront cost, et on va payer, si on veut plusieurs licences, on payera plusieurs fois, parce que ça dépend si la licence elle est par site, elle est par utilisateur, un peu pareil. Et puis, on peut avoir, lors des mises à jour, quand je fais une mise à jour, je passe du logiciel en version 3.x en version 4.x, ben, on est obligé d'arrêter le serveur, de le mettre à jour et de le redémarrer. Des fois, ça ne se passe pas bien et puis on est bloqué. Et en fait, des fois, on peut avoir besoin d'augmenter le hardware parce que la nouvelle version 4.5, elle nécessite plus de mémoire. Et mon serveur, il n'était pas prêt pour ça parce qu'il était vieux et je n'avais pas trop le temps de m'en occuper. Et donc, on est obligé d'augmenter aussi le hardware. Et enfin, il faut penser à stocker, à sauvegarder et à faire les backups de la plateforme, notamment des données pour éviter les gros problèmes. Et tout ça, c'était avant, avec l'on-premise. En mode SaaS, que je sois côté éditeur ou côté utilisateur, on va avoir quand même pas mal de choses qui changent. Donc, un coût d'achat beaucoup plus faible, on va payer au mois ou à l'année, mais en tout cas, un ticket d'entrée plus bas. Normalement, sauf catastrophe, il y a beaucoup moins de downtime, d'arrêt du système lors des mises à jour, voire zéro. Un bon fournisseur SaaS est capable de mettre à jour en pleine journée. Les utilisateurs connectés restent connectés sur l'ancienne version et les nouveaux utilisateurs vont être connectés sur la nouvelle version. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Et puis, quand il n'y a plus personne connecté sur l'ancienne version, on arrête l'ancienne version. Donc, c'est basé sur le cloud. C'est la tuyauterie. Et on va avoir une autre chose, c'est que comme ce n'est pas installé physiquement quelque part sur une salle machine ou sur un poste de travail, bring your own device. On va permettre aux utilisateurs de se connecter avec tout et n'importe quoi. Leur PC du bureau, mais aussi, pourquoi pas, leur PC perso, leur téléphone, si on supporte le mobile, etc. Donc ça change un peu les choses. Souvent, avec l'on-premise, c'était plutôt au bureau, avec les machines du bureau. Mais ça veut pas, c'est pas forcément lié. Pas besoin de base de données. Un support minimum, on ne va pas avoir besoin d'avoir d'experts, des gens qui font des backups, etc. On a juste des gens experts du service qu'on achète en SaaS en termes de support. Et par contre, l'inconvénient là, au niveau SaaS, c'est qu'au bout de plusieurs années, on aura payé plus que ce qu'on aurait payé en licence.
faut faire attention parce qu'il y a des coûts qu'on ne voit pas. Il y a souvent une image qu'on met avec l'iceberg. Les coûts de backup, les coûts d'administration, etc. sont rarement comptabilisés dans le coût du logiciel. Et c'est souvent au bout de beaucoup d'années que les courbes se croisent réellement côté client. Et un autre inconvénient qui pourrait faire peur, c'est que quand il y a une panne, en tant qu'utilisateur d'une plateforme SaaS, on n'est pas prévenu à l'avance. En général, on n'a pas de contrôle sur ça. Il y a une panne, mais il faut avoir pris le bon fournisseur de service, qui ait les bonnes procédures pour que ça ne dure pas trop longtemps. On n'a pas la main. Alors que quand on est en on-premise, si on avait fait un bon backup, on sait où il est, etc., on sait restaurer. Mais il faut appeler l'administrateur, etc. Là, ça se répare tout seul. Et c'est pour ça que les SLA sont importants. Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais vous dire un petit peu côté business model et les changements d'état d'esprit sur la partie fournisseur. Maintenant, si on se met un peu côté utilisateur, n'hésitez pas à me couper ou s'il y a des questions. On va dérouler un petit peu toute la partie avantages pour l'utilisateur. Grosso modo, quand même, c'est le sens de l'histoire et le fait de livrer fréquemment, le fait d'être beaucoup plus exigeant en termes de stabilité, parce que je vous ai donné les impacts tout à l'heure, on va avoir une qualité perçue meilleure, plus de mobilité, flexibilité, on peut accéder à tout moment, à tout endroit de la planète. Ça permet aussi de vivre avec son temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas tout le temps au bureau, on le sait tous avec ce qu'on vit en ce moment. On va avoir des notions de performance aussi qui font que mon serveur, il ne va pas vieillir. Le fournisseur SaaS, s'il est sérieux, normalement, sa plateforme, il a fait évoluer avec le temps et vous vous occupez de rien. On a toujours plus de performance, plus de sécurité. Alors, ça pourrait faire peur au début de se dire de sortir les données du bureau et de les mettre chez un partenaire. Voilà, il y en a j'ai eu des gens dans les marchés publics, par exemple, qui disaient qu'il ne fallait pas sortir trop les données des équipements. Mais quand on fait l'audit de sécurité du data center d'une petite société de 120 personnes et l'audit de sécurité d'un data center qui gère des milliers de clients, eh bien, c'est qui gagne? C'est le gros data center qui a des procédures, qui a des experts en sécurité et qui est à temps plein là-dessus. Donc, la sécurité, en fait, elle est meilleure sur le cloud que dans la plupart des sociétés. Donc, on va avoir inaccessible individuellement. Donc, on va avoir des ressources aussi. Le fait qu'on ait un serveur complètement centralisé et extérieur à l'entreprise, on va pouvoir avoir des échanges qu'on ne pouvait pas forcément faire avant avec d'autres partenaires, bien sûr tous les collaborateurs, des choses qu'une entreprise toute seule ne peut pas faire parce qu'il faudrait qu'elle développe des ponts et des passerelles vers X partenaires. Eh bien, en étant sur le cloud, comme le disait tout à l'heure Moïse, grâce à tout l'écosystème autour des technologies, on va très facilement pouvoir interagir avec des Dropbox, des Office et autres, beaucoup plus que si c'était une solution complètement fermée et en monolithe en interne. Sur la partie ressources, excusez-moi de te couper, mais il y a un point aussi, un exemple à vous donner. Aujourd'hui, beaucoup des éditeurs travaillent autour de l'intelligence artificielle. Bon, ça veut dire plein de choses, on ne va pas faire un débat là-dessus. En revanche, pourquoi ça devient accessible aujourd'hui alors qu'il faut toujours des supercalculateurs pour pouvoir faire tourner des réseaux neuronaux? C'est parce qu'ils sont dans le cloud. C'est-à-dire que si on devait fournir à chacun de nos clients un supercalculateur pour l'utiliser à peu près 8 secondes par jour, il n'y a aucune possibilité de rentabiliser l'histoire. Alors qu'en mettant tout ça dans le cloud, on mutualise. Et du coup, là où ces ressources matérielles vont être disponibles une fois mutualisées, ne peuvent pas l'être sur la partie on-premise, ce qui permet d'ouvrir de nouvelles portes vers de nouvelles technologies et un nouveau service. Donc, dans la mutualisation, il y a aussi ce côté, on utilise les ressources matérielles à 100% de leur capacité et pas à 3 ou 4%. Tout à fait, effectivement. L'utilisation des ressources. Donc, le ticket d'entrée, on l'a dit, beaucoup moins élevé. Ça veut dire qu'on peut aussi tester des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Prendre un logiciel, vous êtes dans le BTP qui fait, je ne sais pas, de la réalité virtuelle ou qui, avec des plans 3D, le logiciel coûte assez cher et il faudra y passer du temps pour l'installer, même si c'est une version d'essai à un moment donné.
eh bien, on peut se poser la question de dire, on n'a pas le temps en fait. Avec les offres SaaS, il faut bien sûr passer un peu de temps pour les rentrer dedans, mais on peut tester quelques jours, quelques semaines. Il y a souvent du try and buy des produits sans faire l'effort de l'installer, sans faire l'effort de rentrer dedans dans le sens technique. On a juste à rentrer au niveau fonctionnel. Et, et donc, voilà, ça ouvre pas mal de choses. Et puis, on n'aura plus du tout d'infrastructure administrée. On s'occupe, on est sur des coûts de fonctionnement. On n'a pas besoin d'investissement, d'infrastructure, etc. Néanmoins, il ne faut quand même pas oublier, c'est le slide d'après, c'est quand même, il faut avoir une connexion Internet. On est, on est tous d'accord. C'est le minimum. Alors, on se posait la question en préparant la séance, c'est que dans le monde du BTP, on peut se retrouver des fois sur des chantiers un peu à l'écart d'agglomération. Et moi, je sais que j'ai le cas dans l'agriculture où on va avoir des clients qui vont me dire ben nous, on n'a pas forcément un très, très bon débit, un très, très bon réseau. Donc, le SaaS, oui, ça demande du réseau. Si l'application est bien faite et plutôt moderne, on peut avoir pas forcément besoin de beaucoup, beaucoup de débit, mais il faut du réseau. Donc, avec le développement de la 5G qui commence, mais qui permettra encore de couvrir plus que ça couvre aujourd'hui, et l'arrivée d'offres satellitaires encore moins chères que ce qui se faisait auparavant, on peut considérer que dans l'avenir, ce ne sera plus un problème. Mais aujourd'hui, il peut y avoir encore un peu ce problème-là. Je me permets, est-ce que dans l'auditoire, il y a des clients du monde BTP qui auraient ces problématiques-là? N'hésitez pas. Moi, ça me va. Je peux faire le client une minute. Moi, un des logiciels qu'on édite chez CTO adresse les agents immobiliers. Et effectivement, parfois, certaines assemblées générales se déroulent dans la salle du sous-sol d'un immeuble de 10 étages. Et effectivement, Internet ne passe pas bien là. Donc, il existe des solutions technologiques à ça et certains éditeurs vont pouvoir implémenter un mode dit déconnecté avec une resynchronisation lorsque le réseau revient. D'expérience, c'est toujours moins facile à utiliser et moins performant et nos clients préfèrent se déplacer de quelques mètres et retrouver du réseau. Mais ça existe encore un petit peu, ouais, effectivement, de moins en moins. Et j'allais dire que les débits sont moins un problème, hein, même si c'est encore le cas. Sont moins un problème qu'il y a quelques années. La plupart de nos clients aujourd'hui sont proches des agglomérations et ont pas pour la plupart, mais presque la fibre aujourd'hui, donc c'est moins un problème. On va être plus sur des problématiques de connexion au Wi-Fi où effectivement le bâtiment est équipé, mais on a un peu de mal à y accéder, quoi. Ouais. Dans l'agriculture, on a le cas des agriculteurs qui sont dans les grands territoires céréaliers où des parcelles qui font plusieurs kilomètres carré et le téléphone au milieu, ça capte pas forcément s'il y a des vallées ou des choses comme ça. Donc, on a dû faire des fonctionnalités en mode déconnecté. Et si je pouvais éviter, ce serait bien. Parce qu'en fait, c'est toujours des sources de problèmes parce que la synchronisation est toujours, peut être coupée pendant le transfert, etc. Donc, la cible, c'est quand même que tout le monde soit connecté au bout du bout. Mais il y a des solutions technologiques qui existent. Même Google Maps permet de naviguer dans une ville à l'étranger sans avoir le réseau si on avait pensé à la télécharger avant. Donc, il y a des solutions, mais il faut faire attention à ça. Le poste de travail, bien sûr, il faut avoir des terminaux dans lesquels il faut investir aussi. Donc, on a un phénomène où pendant longtemps, les offres SaaS, beaucoup de calculs étaient faits côté serveur, pardon, et le web, son principe, c'est un client léger avec des choses qui s'affichent relativement simplement sur tout type de terminaux. Actuellement, on revit un cycle. Dans le monde du développement logiciel, le poste de travail a besoin d'être assez costaud aussi. Il y a un peu une course à l'échalote dans les technologies qui font qu'il faut quand même avoir des téléphones on va dire de moins de 5 ans et des postes et des PC de moins de 5 ans pour pouvoir travailler correctement. Sinon, on peut avoir aussi des lenteurs et il faudra le faire évoluer aussi avec le temps et avec l'histoire. Par contre, un point important où les éditeurs de logiciels traditionnels en mode on-premise avaient
tendance à aller, c'était de faire du custom, de faire des choses sur mesure pour chacun des clients. Et le client était satisfait parce qu'il avait exactement ce qu'il avait demandé sur un cahier des charges ou son petit logo en haut de chaque page, etc. En mode SaaS, il y a des possibilités de changement de thème, de personnalisation. Euh, Bien sûr, sur les éditions, les courriers, tout ça, tout le monde peut faire ses mises en page. Mais après, l'éditeur SaaS, il n'a pas intérêt à prendre trop de spécifiques pour tous ses clients, sinon ça va être la galère. L'idée, c'est plutôt de faire du volume, de la masse, essayer de faire un produit qui répond au maximum au maximum de points, de maximum des clients et de ne pas faire trop de spécifiques. Donc, on aura un peu plus de mal à faire du spécifique. Ça veut dire que tout le monde va rentrer un peu dans le moule et faire un petit peu les choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre des logiciels plutôt spécialisés dans un domaine et pas le logiciel qui fait tout. Parce que le logiciel qui fait tout, ben, il fait tout un peu mal, quoi. Donc, par contre, l'expert du SaaS pour les notaires, ben, il est là. On a l'expert du SaaS pour ci, l'expert du SaaS pour ça. Et on peut les faire interopérer ensemble. Le logiciel qui fait tout et qu'on personnalise après, ça, c'est pas trop la recette. Et enfin, les ressources là, humaines, le passage au cloud, que ce soit côté éditeur, mais aussi côté utilisateur, va demander aussi un certain effort en termes de gestion au niveau des humains, de bien comprendre ce qu'on fait, les relations avec le partenaire quand vous êtes client, et puis tous les challenges techniques quand on est fournisseur. Donc, c'est à ne pas négliger, c'est pas forcément facile. En tout cas, ça se gère et il ne faut pas y aller la fleur au fusil. Voilà, il faut un peu se préparer, surtout côté éditeur. Côté client, on va dire que c'est relativement simple, mais il faut quand même bien étudier la chose pour comparer ce qu'on y gagne, ce qu'on y perd. Et en conclusion, je laisserai la parole après à Moïse. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le sens de l'histoire et tout le monde va vers là. Il va y avoir encore des ajustements, des petits tout-sautements, mais tous les produits à terme seront de plus en plus en SaaS. Et on voit les levées de fonds de tous les éditeurs, c'est les éditeurs qui ont une offre SaaS et on oublie un peu les éditeurs qui sont restés en on-premise, à part quelques exceptions qui sont un modèle économique vraiment basé là-dessus pour des raisons ou de sécurité ou le domaine militaire ou je ne sais rien. Mais la plupart des éditeurs sont passés au SaaS. Je ne sais pas si tu veux conclure sur d'autres points que j'aurais oubliés. Pour la partie reprise de l'existant, pour compléter, c'est surtout vrai dans les logiciels métiers. C'est-à-dire que créer un compte chez Google, ça se fait en 2 minutes. En revanche, si vous avez un logiciel on-premise et que vous changez d'éditeur et qu'il faut reprendre 30 ans d'historique et d'archives, c'est là où il peut y avoir un effort non négligeable. C'est cette partie-là que je voulais souligner. Et pour du coup rebondir sur ta conclusion, je suis complètement aligné avec Hubert, bien évidemment. C'est un peu le sens de l'histoire. J'allais dire, c'est mécanique, c'est-à-dire que le vieil éditeur qui a une dizaine de clients qui lui permettent de vivre, et parce qu'il fait énormément de personnalisation, celui-là, ben, il est capé à 10 clients parce qu'au-delà d'un certain nombre de clients, le modèle de production n'est plus rentable. C'est-à-dire que si on veut passer à 20, il ne faut pas faire x2 en termes d'équipe de dev, mais peut-être x3, parce qu'il va y avoir des interactions. Plus on grossit, plus il y a de personnalisation et plus on est obligé d'investir en tant que leader. Donc, le business model derrière tend à mourir. Donc, j'allais dire, qu'on soit d'accord ou pas, on va être obligé, tôt ou tard, de passer dans le cloud, ne serait-ce que pour continuer à vivre, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait un tour. On a essayé de ne pas être trop technique, ce qui était un gros effort pour Hubert et moi en tant que passionnés. L'idée, c'était d'expliquer brièvement quels étaient les avantages et pourquoi on allait vers là. Du coup, il nous reste quelques minutes pour prendre des questions. Donc, libre à vous de les poser. Est-ce qu'on a des questions ? Je regarde en texte. Ça peut déborder un petit peu hein, du sujet, hein, tout ce qui est autour de l'édition, l'hébergement. Il semblerait qu'on ait été très clair. Bonjour à tous les deux, je vais en poser une petite pour alimenter peut-être le débat.
La première est la plus dure. Ok. Je trouve, moi, c'était évidemment hyper intéressant et peut-être pour revenir un peu plus sur l'aspect sécurité, un petit mot sur une question sur la certif ISO 27001. Si je me mets à la place justement d'un acteur du bâtiment et que je dois choisir parmi différents fournisseurs SaaS, d'une solution métier par exemple que je souhaite utiliser, est-ce que selon vous, de regarder si l'éditeur est certifié ISO 27001, c'est quelque chose d'important? Est-ce que c'est un gage de sécurité sur mes données, de fiabilité du service, de choses comme ça? Alors, chez Septéo, on a une partie du filiale qui est déjà certifiée et une partie qui est en cours de certification. Alors, pourquoi? Il y a deux réponses en fait à la question. La première, c'est est-ce que déjà la société, elle, est certifiée ou pas? Parce que si elle ne l'est pas, avoir que juste le logiciel est certifié, bon, c'est un plus, mais il y a tout un tas de process qui sont tout autour qui ne vont pas bénéficier de cette sécurité-là, donc il n'y a pas forcément d'intérêt. En revanche, celui qui est déjà certifié ISO 27001, ça vaut le coup quand même de regarder que son fournisseur le soit aussi. Parce que dans la certification, il y a une partie qui est très technique, mais il y a une partie qui est très process. On note les entrées-sorties dans les bureaux de tout le monde, des choses qui n'ont pas grand-chose à voir finalement avec l'édition de logiciels. Et du coup, prendre quelqu'un qui est certifié ISO 27001 en tant que fournisseur de logiciels SaaS, ça vous garantit qu'une fois la donnée dans le logiciel, on a un niveau de sécurité qui est adéquat, et ça ne garantit pas du tout que l'utilisateur qui est chez vous va faire le bon process, se protéger lui-même. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire sur ces deux plans-là. Et je dirais aussi entre le fournisseur du logiciel SaaS et où est hébergé où sont hébergées les données. Regardez aussi si le provider, le cloud provider est certifié ISO 27000. Parce que c'est quand même là que sont stockées les données et encore plus que l'éditeur. Bon, c'est très important, hein, pour savoir si les développeurs sont bien sensibilisés, s'ils éteignent bien leur poste le soir, tout ça. C'est l'endroit où dorment les données tout le temps. C'est très important. Donc, voilà, il faut que la chaîne elle soit respectée en termes de sécurité du client jusqu'à l'hébergeur. Et être hébergé dans le cloud, c'est plutôt un signe de sécurité. Aujourd'hui, pour la petite histoire, des hébergeurs comme Amazon ont des machines dans des containers qui ressemblent à des containers classiques. Il y a, je sais pas, 300 machines à l'intérieur. Il n'y a jamais aucun humain qui met la main à l'intérieur. Donc ça, le garantir sur autre chose que ce type de prestation, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Fabrice. Bonjour, Daniel Lafaye-Michaud, GPC System. Vous avez été très bons avocats là, du système cloud avec de très bons arguments. Je pense que quand même il existe des domaines, disons nous on fréquente un domaine dans lequel c'est pas très bien adapté, alors que nous avons développé un système de serveur web qui peut marcher en SaaS. C'est le domaine des traitements de données en temps réel pour l'industrie. C'est-à-dire que là, il y a deux problèmes. Il y a le problème du temps réel qui peut être à quelques secondes près. Hein. Donc, il faut être sûr de ne pas avoir de problème sur la communication. Et donc, du moment qu'on établit une communication qui nous échappe, ça peut être source de soucis. Et le deuxième aspect, c'est que nos clients industriels, ils n'aiment pas du tout voir partir leurs données fondamentales de leur machine ou de leur process à l'extérieur de l'entreprise. Parce que même à l'intérieur de l'entreprise, ils ont fait en sorte d'avoir un réseau, disons, bureautique, et puis un réseau interne technique qui, lui, est complètement cloisonné par rapport à l'extérieur. Et donc, nous, on a été obligés de passer de l'idée de SaaS qu'on avait au départ à une idée d'un serveur web qui est local à l'entreprise. Il y a deux très bons points là. Alors moi, je veux travailler pour les notaires. Mais à ce moment-là, on perd ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la rapidité de mise à jour, de faire des mises à jour quotidiennes.
Donc, il faut qu'on soit capable de faire des mises à jour très simplement et sans arrêter le système. Mais ça ne peut pas être à la vitesse qu'on peut avoir sur le cloud, effectivement. Alors, j'ai deux expériences qui tentent d'adresser ce que vous décrivez. Alors, la première, moi j'ai fait 15 ans de télécom et là aujourd'hui on utilise Zoom, c'est du temps réel et on peut communiquer à travers, j'allais dire, c'est plus une barrière technologique, le côté temps réel. En revanche, il faut s'équiper et ça coûte peut-être un peu plus cher, mais c'est tout à fait possible de traiter des données en temps réel, y compris de gros volumes, dans le cloud, dans le SaaS. Et sur la partie sécurité des données et confidentialité, je pense qu'il y a un change management à faire. Effectivement, moi je travaille pour des notaires et des avocats. Dire à un notaire que ces données vont être hébergées, même en France, et chez un cloud provider qui peut être américain, ça pose un énorme problème de confidentialité. Ça ne nous a pas empêché de faire du cloud. Alors, on a fait un cloud privé, c'est-à-dire qu'on a des machines chez nous, dans notre propre data center, qui sont manipulées par des Français et hébergées en France. Donc, c'est possible. Et en termes de réseau, la profession des notaires a aussi un réseau privé. C'est la même chose pour les écoles. Il y a pas mal de réseaux privés qui existent. Et donc, il est possible d'avoir un hébergement cloud mutualisé, facturé en mode SaaS avec une appli web, et tout ça dans des contraintes extrêmement fortes en termes de confidentialité. Je ne cache pas que ça coûtera peut-être un petit peu plus cher, effectivement, mais du coup, on peut bénéficier des deux, à savoir beaucoup de confidentialité et des mises à jour régulières et faciliter et augmenter le niveau de qualité. Après, tous les éditeurs n'ont pas pris ce choix-là parce qu'effectivement, il y a des coûts d'investissement qui ne sont pas négligeables. Si on peut bénéficier des cloud providers, on va dire publics de grande renommée, le prix va nettement baisser comparé à quelque chose qui va être plus élevé en termes de confidentialité. Mais c'est un très bon point. Et souvent, alors pour l'anecdote, les mêmes personnes qui refusent d'héberger leurs données, et vous ferez le test, dans le call public, si vous parlez à leur téléphone en disant « OK Google », ils s'allument. C'est-à-dire que finalement, leurs données sont déjà dans le cloud et ils sont déjà écoutés par tout le monde. Donc, il y a vraiment une question de culture et de changement de culture à opérer pour y arriver. Ça s'accompagne et c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Ouais, pour compléter, je partage complètement. Moi, dans l'agriculture, on travaille avec des usines Bonduelle, etc. Et c'est effectivement les derniers qui ont voulu y passer. Pendant longtemps encore, ils avaient des serveurs chez eux. Et pour l'anecdote, on voulait les faire passer sur nos serveurs Azure, enfin nos serveurs. C'est les serveurs de Microsoft, mais sur Azure, l'offre de Microsoft. Et ils ne voulaient pas parce que c'était des usines et il ne fallait pas que ça tombe en panne à cause du réseau et tout ça. Et on a un peu laissé tomber, on leur a laissé leur serveur chez eux pendant quelques années. Et après, c'est eux qui sont venus nous voir parce qu'ils voulaient à tout prix héberger sur Amazon. Ils avaient décidé au niveau groupe de faire que toute l'informatique partait sur Amazon. Par contre, ils ont mis les moyens, ils ont mis des fibres toutes doublées avec 2 opérateurs sur chacun des sites. Et ils ont des très bons débits et la question ne se pose même plus. Par contre, voilà, ils sont partis, ils sont toujours en on-premise pour nous parce qu'ils ne sont pas chez nous. Ils sont allés chez un autre hébergeur. Donc, ça nous a permis de roder notre application. Et puis, moi, au niveau de la sécurité, j'avais un cas, c'était les prisons françaises qui ont des données ultra confidentielles avec les lettres de sortie et tout ça, qui n'avaient pas voulu prendre notre solution de gestion des marchés publics où j'étais avant. Et le petit conseil, si c'est vous qui êtes éditeur, si j'ai bien compris, c'est de bien utiliser quand même les technologies du cloud, même si vous l'embarquez dans l'usine pendant quelques temps. À un moment donné, ils vont y aller aussi, mais revenir après en mode SaaS, ce sera d'autant plus facile que vous avez bien choisi les technologies, même si elles tournent sur place. Et ce que j'avais fait moi chez cet éditeur, c'est qu'on avait fait une box qui était un appliance qui embarquait toute notre solution qui était hébergée sur le SaaS, mais dans une machine virtuelle et qui tournait chez le client parce qu'il voulait à tout prix. Le jour où ils ont été prêts à aller sur le cloud, on avait juste à transférer les données. C'était tout au même format, c'était la même application. Mais vous avez raison, il peut y avoir encore un peu de réticence, mais c'est juste une histoire d'années, quoi. Voilà,
Et votre idée de box, parce qu'on se pose la question, c'est-à-dire que nous, on dit, vous pouvez être sur le cloud ou chez vous sur un serveur privé. Et la question qui se pose, c'est sur quel serveur je le mets. Alors, on se posait la question si on avait intérêt à leur dire, bon, ben voilà, nous, on vous file un PC avec l'outil dedans, et puis vous le reliez à votre réseau interne qui est cloisonné. Et ça, bon, on n'a pas encore de retour sur ce type d'offre, parce que bon, ils ont tous quand même des serveurs, donc est-ce que c'est la peine de leur proposer une machine dédiée qui nous appartient? Ouais, mais il faut que ce soit une boîte noire, il ne faut pas que vous soyez qu'ils viennent trifouiller dedans et tout ça. Donc, ce qu'on avait fait, c'était que c'était vraiment un truc bootable et ils n'avaient même pas la main sur l'OS et quoi que ce soit, il fallait juste sur une machine Intel et on pourra en discuter en off si vous voulez Oui, volontiers. pour ce sujet-là. Angélique nous transmettra vos coordonnées et je peux vous expliquer un petit peu comment on a fait, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. Merci. Moi, j'ai le même concept de box qui tourne en ce moment chez certains. Et on le transforme petit à petit en cache local. Voilà. Au départ, c'est juste la box et après, on dit, ben non, on le met dans le cloud, mais vous avez quand même une copie chez vous. Ce qui permet au cas où d'avoir une... Et puis, petit à petit, ils comprennent que ça sert plus à rien. Voilà, ça peut être une sécurité sur la fragilité de la communication. Oui, et puis ça rassure. Donc, voilà, c'est vraiment un accompagnement à faire sur plusieurs années pour les plus réticents. Et puis, voilà. Très bien. On est arrivé au bout, je pense. On va s'arrêter là, parce que tout le monde doit débuter à 14h ses réunions, j'imagine. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. J'espère que vous n'aurez pas perdu 1 heure et que vous aurez appris quelque chose. Merci beaucoup. Bon après-midi, merci beaucoup. Il y a 2 questions et la présentation sera bien partagée et le replay sera disponible, oui. Voilà. Je réponds aux questions du chat que je viens juste de lire. Bon après-midi à tous. Merci, Moïse, merci Hubert.